Merci de choisir la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, Franck Timis contre l'opposition sénégalaise. L'homme d'affaires a décidé de porter plainte contre 21 personnes qui s'en prennent à lui dans l'affaire Petrotim. Dans l'entretien accordé à 2 quotidiens de la place, Franck Timis lave à grand eau Aliou Sall. Moustapha Diakhaté sur la marche de l'opposition le 14 octobre prochain. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar considère que le préfet ne doit pas l'interdire. Expulsion de près de 1500 Sénégalais d'Algérie et situation des étudiants sénégalais en Turquie. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur apporte des précisions. Sonacos SA, rien ne bouge. 5 mois après l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de la société, suffisant pour que les travailleurs affichent toutes leurs craintes. Grand prix du président de la République pour l'enseignant. Il est prévu que le vainqueur empoche 10 millions de francs CFA, révèle le ministre de l'Éducation nationale. C'est bien 10 millions. Bonjour Georges Detchediapa. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Au Niger, un carnage dans un camp de réfugiés maliens. Plus de 20 soldats nigériens tués dans une attaque pas encore revendiquée. Niamey est en deuil. Le Maroc renouvelle son parlement. Les électeurs aux urnes depuis ce matin pour élire leurs 395 députés. Le président colombien Nobel de la paix, Juan Manuel Santos, lauréat pour l'accord de paix négocié et signé avec les FARC. La page des sports sera présentée par Malal Junior Diagne, mais déjà les titres. Bonjour Malal. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Football, Sénégal, Cap-Vert, dernier jour de préparation pour les 2 équipes avant le match de samedi. Lyon et Requin Bleu s'entraînent cet après-midi à partir de 18h au stade Léopold Sédar Senghor. Jeu de dames, Ndiaga Samb, champion d'Afrique. La fédération sénégalaise de jeu de dames veut introduire cette discipline dans le milieu scolaire. Selon le président Adama Gueye, c'est une belle façon de former la jeune génération. Suivez la chronique de Mahmoudou Ibrakan et puis point de vue sur le match de demain, Sénégal-Cap-Vert. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Franck Timis contre-attaque après que la coalition de l'opposition Manko Wattu Sénégal a décidé de porter plainte contre Aliou Sall et contre X. C'est au tour de l'homme d'affaires d'annoncer une double plainte contre 21 personnes qui s'en prennent à lui dans l'affaire Petrotim. Franck Timis, qui s'est entretenu avec les quotidiens Le Témoin et l'As, va saisir les tribunaux sénégalais et londoniens. En outre, il déclare que Aliou Sall n'a aucune action dans Petrotim. Synthèse des entretiens que Franck Timis a accordés à 2 confrères m'entourés. Le patron de Timis Corporation, prêt à attaquer et à bondir sur tout ce qui le matraque, prend le temps d'expliquer de A à Z sa relation avec Aliou Sall. Ses débuts, je cite, « J'ai connu Aliou Sall entre février et mars 2010 dans le bureau de Pierre Goudiaby Atepa à Beijing. À l'époque, Eddie Wang, c'est l'homme de confiance de Timis en Sierra Leone, voulait un senior qui parlait bien l'anglais pour diriger le bureau qu'il s'apprêtait à ouvrir au Sénégal pour se conformer aux dispositions du code pétrolier. Franck Timis d'ajouter « Je lui ai dit qu'Aliou Sall était la bonne personne. Aliou, ce sont ses mots, sera recruté quelques semaines après l'accession du président Macky Sall au pouvoir, plus précisément au mois d'avril, au terme d'un entretien dirigé par Timis qui s'est tenu au Méridien Président et auquel ont assisté Samuel Sarr et Atepa. Il a donné son accord le lendemain. Aliou Sall est-il actionnaire de Petrotim Sénégal? Oui, il possède 100% des actions, répond Franck Timis, avant d'éclater de rire en faisant un clin d'œil. Je blague bien sûr, il ne possède aucune action, zéro, rien. Petrotim Sénégal, c'est une boîte aux lettres et Aliou Sall, c'est juste un facteur avec son vélo et est chargé de distribuer le courrier. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de paiement de taxes à l'État sénégalais après la vente à Cosmos? Réponse de Franck Timis, à cause de la loi. Pas seulement la loi sénégalaise, mais la loi internationale. Plainte de l'opposition contre Franck Timis? Il répond, je les poursuivrai ici et à Londres et vais multiplier les procédures pour les obliger à se rendre chaque semaine dans la capitale britannique. En particulier, je vais poursuivre cet ancien Premier ministre qui avait signé le décret m'attribuant des blocs de recherche et qui aujourd'hui m'attaque partout. Le journaliste sénégalais basé aux États-Unis qui a écrit contre nous s'est rétracté. Je porterai plainte contre 21 personnes au Sénégal. Je n'en dirai pas plus.
a affirmé Franck Timis pour clore le débat. Man Touré, Moustapha Diakhaté est contre l'interdiction de la marche de l'opposition le 14 octobre prochain. Le président du groupe parlementaire estime que l'opposition doit manifester, mais dans le respect des lois, sinon l'État va prendre ses responsabilités. Moustapha Diakhaté était l'invité de RFM Matin. Si ça ne dépendait que de moi, on allait les laisser manifester tranquillement. Même s'ils veulent, on laisse l'autoroute à leur disposition. Pour moi, quand un parti est légalement constitué, la loi doit encadrer. Donc, tous les partis ont le droit de manifester, mais dans le respect des lois. Au cas contraire, le pouvoir prendra les dispositions nécessaires. Il n'y a pas de problème si la marche se tient dans les règles. Je considère tout simplement que l'opposition doit manifester. Je considère aussi que le préfet ne doit pas interdire la marche du 14 octobre prochain. S'ils veulent marcher, on les laisse. Je n'ai pas de problème pour cela. S'ils veulent même, ils n'ont qu'à marcher sur l'autoroute. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 12h07. Depuis quelques jours, l'on évoque l'expulsion de 1492 Sénégalais d'Algérie. Les autorités sénégalaises n'en sont pas du tout informées, déclare Sori Kaba. D'après le directeur des Sénégalais de l'extérieur, il n'y a que 500 compatriotes qui vivent en Algérie. Il évoque par ailleurs la situation des étudiants sénégalais en Turquie. Toutes choses abordées avec El Hadj Ndiogou-Diène. C'est le 29 septembre dernier que le ministre algérien de l'Intérieur a annoncé l'expulsion de 1492 Sénégalais et 370 Guinéens en situation irrégulière dans leur pays. Une information reliée par plusieurs médias internationaux. Mais il n'en est rien d'après le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Sori Kaba déclare que le chiffre annoncé dépasse de très loin le nombre total de nos compatriotes établis en Algérie. On n'a pas été officiellement saisi, ni à travers l'ambassade d'Algérie à Dakar, encore moins à travers notre ambassade à Alger. Ce qui nous permet aujourd'hui de considérer que dès lors qu'il y a moins de 500 Sénégalais en Algérie, personnel diplomatique y compris, on ne pense pas pouvoir rapatrier 1400 Sénégalais alors qu'il n'y en a pas autant sur le territoire algérien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 56 Sénégalais qui étaient volontairement inscrits à un retour au Sénégal et entre-temps les 6 ont désisté et les 50 sont attendus tout prochainement au Sénégal. Concernant d'autres Sénégalais, les étudiants en Turquie, ils vivent une situation difficile suite à une tentative de coup d'État dans ce pays. Sori Kaba révèle que 2 d'entre eux ont été même rapatriés. Suite au coup d'État raté, et toutes les universités qui relevaient de Gülen ont été fermées et malheureusement nos compatriotes étaient inscrits dans ces universités-là. Il y en a déjà 2 qui sont revenus malgré eux. Le directeur des Sénégalais de l'extérieur souligne que les autorités sénégalaises sont en discussion permanente avec leurs homologues turcs pour que ces étudiants puissent rester dans ce pays. Commune de Nguénian, des paysans dans le désarroi, dans 4 villages de cette localité du département de Mbour. Les sauterelles ont ravagé des centaines d'hectares de champs, désolant pour les producteurs. Abdou Diouf Junior. 4 villages, plusieurs centaines d'hectares ravagés par ces sauterelles. Après avoir fait la découverte du périmètre, vous avez vu que c'est une catastrophe que nous avons vue dans ces localités-là. Les champs de croisement Pelga, Rof, Ndjeman et Gueye offrent un spectacle désolant. Toutes les feuilles ont été mangées par les sauterelles. Un tour dans ces vastes étendues ce matin a permis de constater le calvaire de ces populations. Il ne s'agit pas tout simplement du maïs, mais aussi le bassi. Vous avez vu, même si le bassi est parvenu à éclorer, il ne peut plus avoir des graines. En plus des sauterelles, il y a ce qu'on appelle le. Et nous sommes victimes de cela il y a de cela très longtemps. Et l'année prochaine encore, ça va s'empirer. Elle risque de connaître la fin dans les mois à venir. Si on ne peut pas faire des pépinières, c'est sûr que, étant donné que nous avons perdu l'hivernage et que nous allons perdre encore la période de contre-saison, c'est sûr que la famine va s'y installer. Ces villageois sont désespérés, aussi bien pour cette présente campagne que pour la contre-saison. La DPV qu'ils ont pu contacter a déployé une équipe, mais les produits qu'ils ont amenés n'ont pas été du tout efficaces. Déjà, c'est une zone qui ravitaille le marché de Mbour et le marché de Nguénian. Oui. On y cultive l'oignon et les autres cultures maraîchères. Ces villages ont des sols encore fertiles. Les sauterelles pourraient y rester plusieurs saisons et briser du coup leur envol pour l'autosuffisance en céréales. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Et ils sont inquiets. Ce sont les travailleurs de Sonacos SA qui attendent toujours le démarrage des activités de leur société 5 mois après l'installation de la nouvelle équipe dirigeante. Leurs inquiétudes, c'est par rapport à la prochaine campagne arachidière. Ils demandent à l'État de prendre les choses en main. Sornana Tambaye.
Le ressuscitement de Sonacos SA avait enthousiasmé tous les employés de la défunte Sunéor. 5 mois après, les 5 usines implantées à Ziguinchor, Kaolack, Dakar, Diourbel et Louga sont toujours fermées et les travailleurs sont au chômage technique. Les activités relatives à la prochaine campagne auraient dû démarrer depuis des semaines. Mor Diaw, délégué du personnel chargé des revendications. Nous devons passer aux choses sérieuses parce que ça va être la commercialisation des graines d'arachide, le démarrage de la campagne. Et pour ne pas subir les mêmes effets de l'année dernière, d'avoir récolté 7000 tonnes de graines, nous sommes là pour relancer, pour dire à l'autorité que voilà, on est là, on attend et nous souhaitons vraiment que les choses redémarrent. Tous nos concurrents sont sur le terrain en train de se préparer, de se prévaloir pour que leur campagne soit sur de bonnes pistes. Malgré les assurances de la nouvelle direction générale, les travailleurs insistent sur l'accélération du dossier. Et depuis tout ce temps, ils continuent de percevoir leur salaire. De temps à autre, on apprend que le PDG est en voyage pour essayer de faire des réglages, de par-ci, par-là, mais que jusqu'à maintenant, on n'a pas de problème de salaire. Mais par défaut aussi de beaucoup d'avantages, parce que nous ne travaillons pas, nous souhaitons travailler pour gagner plus. On attend, voilà. Une attente qui a assez duré, ajoute-t-il. L'État est interpellé pour un démarrage immédiat des activités de Sonacos SA, si toutefois il veut vraiment sauver la société. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. 10 millions de francs CFA, c'est le montant du Grand Prix du président de la République pour l'enseignant. Une révélation faite par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, souligne que 2 prix d'encouragement de 4 millions de francs CFA chacun seront aussi décernés. L'objectif, selon lui, est de voir un Sénégalais remporter le prix mondial de l'enseignant décerné tous les ans. Écoutons Serigne Mbaye Thiam au micro d'El Hadj Ndiogou Diène. Les propositions viendront des départements avec une première sélection à l'échelle des départements, une deuxième sélection à l'échelle de la région et une troisième sélection par un jury national. Ce sera un prix crédible et il est même prévu des années où s'il n'y a pas un enseignant exceptionnel, que le prix ne soit pas attribué. Donc chaque année, il y aura des critères. Ce ne sera pas seulement des critères académiques, des résultats scolaires, mais ce sera aussi l'implication de l'enseignant dans la vie de l'établissement, dans l'encadrement des élèves, ses activités extrascolaires, ses liens avec la communauté. Il doit être un enseignant exemplaire. Ce prix, nous avons décidé que celui qui sera, il y aura un seul prix du chef de l'État, donné chaque année à un enseignant. Ce sera doté d'une enveloppe financière de 10 millions de francs, une médaille et un diplôme. À côté, il y aura chaque année, nous envisageons 2 prix d'encouragement qui seront dotés d'une enveloppe de 4 millions. Parce que une des raisons pour lesquelles on a eu à faire, c'est des raisons internes, mais aussi c'est sur le plan international. Au plan mondial, chaque année au mois de mars, à Dubaï, il est décerné un prix mondial de l'enseignant. En 2016, ce prix a été décerné à une enseignante palestinienne. Et il faut avoir un prix national pour pouvoir compétir au plan international. Et donc, nous souhaitons que plus tard, cet enseignant qui sera détenteur du Grand Prix du chef sa candidature pour le prix mondial de l'enseignant, qui est doté d'une enveloppe financière de 1 million de dollars, ça veut dire plus de 500 millions de francs CFA. Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale. La vente de fournitures scolaires marche très fort en cette période de rentrée des classes. À Mbacké, les commerçants qui sont dans ce créneau disent faire de bonnes affaires. Suivez plutôt le reportage de Papa Balagui. 100 pages, nous avons 200 détails, 200 pages ou 400. Cahiers, stylos, livres, entre autres matériels didactiques ornent le décor dans toutes les rues et ruelles du marché de Mbacké. Une aubaine pour les marchands de fournitures scolaires, comme à chaque rentrée des classes, confie Abdoulaye Kane. Même si la clientèle se fait toujours désirer. C'est à bas prix que je vends mes fournitures. Les élèves viennent acheter, mais au compte-gouttes. C'est dû à la fête de Tabaski, certainement. J'ai presque épuisé le stock en attendant un autre. Mère de famille, cette dame accompagne son enfant en classe de CM2. Avec ces moments difficiles, elle achète le minimum nécessaire. J'ai acheté des protèges cahiers, ardoises. Je veux acheter des stylos, taille, entre autres. Je ne pourrais pas tout acheter aujourd'hui, mais juste le nécessaire. Une occasion pour M. Tal d'inviter les enseignants à être plus indulgents par rapport aux fournitures. Les inscrits, ils ont compris la situation. Vraiment, à l'heure actuelle, le manque de moyens, il y a dans ménager, il y a une affaire dans ménager, il y a une fourniture. Bon, pour quand même
les parents d'élèves gérer la situation. Innovation cette année, pas de photos de stars sur les couvertures de cahiers. Vendues entre 1800 et 3000 francs le paquet, selon les catégories. Papa Balagé, Mbaké, Radio Futur Média. Reportage à Fanok sur le mal-vivre des populations. Ce quartier qui est longé par le canal 4 est envahi par des moustiques même en plein jour. Et puis à Fanok, l'eau coule des robinets la nuit seulement. Un reportage signé à Wambaye. Des moustiques en plein jour. Dans le jardin public du quartier Fanok, difficile de garder sa sérénité quand les moustiques vous piquent à outrance. Majib Sek, membre du collectif des propriétaires résidents de Fanok, raconte leur calvaire. Les gens vraiment sont fatigués de moustiques. Depuis une quinzaine d'années, il n'y a pas eu d'opération du service d'hygiène pour saupoudrer le quartier. Mais les populations même avaient décidé de se cotiser, acheter le produit, acheter le matériel pour faire le travail du service d'hygiène. C'est dû au canal. Ça fait presque une quinzaine d'années, on n'a pas saupoudré le quartier. Mafatim Sek habite juste en face du jardin public. Non seulement il vit difficilement l'envahissement de leur quartier par les moustiques, mais ici, l'eau ne coule pas à flot. La journée, les robinets sont secs. Mafatim Sek trouve invivable cette situation. Depuis l'ANOCI, l'avènement de l'ANOCI, depuis qu'ils ont commencé à modifier la corniche, qu'on est confronté à ce problème d'eau. Vous vous levez à 6 h du matin, vous n'avez pas d'eau. Pour remplir un litre d'eau, il te faut 10 minutes. Et les gars de la SD ne savent même pas qu'est-ce qui se passe, où se situe le problème. Ils viennent nous dire, moi, le plus désolant, c'est que vous discutez avec eux, ils vous disent d'acheter des réservoirs. Mais ça, c'est insulter les gens. Face à ces nombreux problèmes, les habitants de Fanok pensent que leur quartier est une zone oubliée. Il n'y a pas d'eau à Nord-Foire et environ, une situation vécue par les populations depuis hier. RFM. L'actualité internationale. Georges de Tchedjob, le Niger est endeuillé par la mort d'une vingtaine de soldats. Oui, le Niger pleure ses soldats, 22 militaires tués. L'armée nigérienne a été victime d'une attaque hier sur le site des réfugiés maliens de Tazalit dans la région de Taoua, frontalière avec le Mali. On en parle à Niamey et certains pensent que les assaillants, une quarantaine, ont bénéficié d'une complicité dans le camp. Moussa Aksar, journaliste nigérien, il s'intéresse aux questions liées au terrorisme. Nous l'avons joint à Niamey. Nous lui avons posé la question de savoir comment cette attaque est accueillie au Niger. Pour l'instant, c'est la consternation au niveau des populations nigériennes. Vous savez, on est pris en étau au sud avec la secte Boko Haram, où on a perdu beaucoup d'hommes. Et la situation libyenne n'est pas encore stabilisée. Et aujourd'hui, c'est le nord Mali qui crée énormément de problèmes à la sécurité nigérienne. Et ce nord est devenu un hub du terrorisme. Donc, cette attaque a été menée au moment où les éléments qui gardent le camp de réfugiés maliens ont baissé de vigilance parce que c'est l'heure de la prière et c'est en ce moment que des éléments djihadistes venus du Mali ont perpétré cette attaque qui a coûté la vie à 22 soldats nigériens. Ça fait au moins quelques semaines que, selon nous autres des informations que nous avons recueillies, il y avait une alerte d'une probable attaque des éléments djihadistes. Mais nous nous sommes dit qu'il serait difficile, avec la raclée qu'ils ont reçue à Agadez, d'aller en profondeur et d'attaquer des cavernes qui sont à l'intérieur du Niger. Mais leur stratégie, aujourd'hui, elle a été découverte, c'est d'attaquer, de faire des raids au niveau des camps isolés, notamment des postes avancés isolés, comme celui de Tizali, situé entre la frontière algérienne, nigérienne et malienne. Les informations que nous avons reçues, c'est qu'ils ont profité de la complicité de certains réfugiés et aussi côté du Niger, où ils ont profité aussi de la complicité de certaines populations, puisque c'est un couloir de partage des trafiquants de drogue du côté du Niger. Et de l'autre côté aussi, les populations vont et viennent le long de la frontière nigéro-malienne. Ils ont profité de ces complicités-là et c'est probablement des djihadistes d'Akmi. On attend qu'ils revendiquent cette attaque-là. Des attaques terroristes
coronavirus noté également ces derniers jours au Mali, dans le nord du pays, en République démocratique du Congo, un sommet international le 26 octobre prochain pour trouver une solution à la crise politique dans le pays. La réunion va se tenir à Luanda, en Angola. Elle est organisée par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les Nations Unies, la SADC et l'Union africaine. Au Maroc, les électeurs sont aux urnes depuis ce matin. Plus de 15 millions d'électeurs appelés à renouveler le Parlement. Ils votent pour élire leurs 395 députés, à choisir parmi un total de 1410 listes de 6992 candidats. Jacob Zuma Boudra, le président sud-africain auditionné par la médiatrice de la République hier, il a été entendu pendant plusieurs heures dans une affaire de corruption présumée à la tête de l'État. Direction à présent le Gabon, où le gouvernement a reporté à une date ultérieure la rentrée scolaire qui était programmée le 17 octobre. Le ministère de l'Éducation nationale n'est pas prêt pour le début des cours. Yves-Antonio Ogula à Libreville. La rentrée des classes, prévue ce 17 octobre, est reportée à une date qui n'est pas encore connue par le gouvernement. Le ministère de l'Éducation nationale a publié un communiqué dans ce sens. Le chargé de la communication, Edgar Omar Djembi Lukaga. Tous les services administratifs sont à pied d'œuvre pour apprêter les dossiers indispensables à l'adoption par le gouvernement de la République du calendrier scolaire pour l'année académique 2016-2017. Notamment, l'orientation des élèves admis en classe de 6e. L'orientation des élèves admis en classe de seconde technique, la répartition des tables bancs vers les établissements de Libreville et de l'intérieur du pays, la nomination, les mutations et les affectations des personnels administratifs. L'annonce du calendrier officiel surmentionné fixera en conséquence la date de rentrée administrative, rentrée des classes pour l'ensemble des établissements préprimaires, primaires et secondaires publics, privés confessionnels et privés laïques de l'enseignement général et de l'enseignement technique. Cette décision est prise alors que la rentrée administrative s'est déroulée lundi dernier. Le ministre de l'Éducation nationale, Florentin Moussavou, souligne que l'affichage des noms des enfants qui ont gagné le concours d'entrée en 6e est imminent. Yves-Antonio Goula, Libreville, RFM. Et pour finir, le Nobel de la paix 2016 est connu. Juan Manuel Santos, primé cette année, le président colombien lauréat pour l'accord de paix négocié avec les FARC et signé le 26 septembre dernier. Accord destiné à mettre fin à 52 ans de conflit armé. Mais les Colombiens ont dit non à cet accord lors du référendum le 2 octobre dernier. Pour terminer, oui, Antoine, en Haïti, on sera en Haïti. Haïti qui compte donc ses morts après le passage de l'ouragan Mateo. Le bilan provisoire fait état de 399 morts. Un bilan qui risque de s'aggraver, la partie sud-ouest du pays ayant été dévastée par la dépression. Mateo, l'ouragan le plus violent à frapper les Caraïbes, menace la côte américaine. Merci Georges Deschediop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue Malal Junior Diagne sur le match de football de demain, Sénégal-Cap-Vert. RFM Sport. Alors, en ouverture de cette page des sports du football, le Sénégal qui traîne la Guinée devant la CAF pour fraude chez les U17. Oui, après la double confrontation entre les deux équipes, la Guinée avait battu le Sénégal 1-0 à Dakar. Ils avaient fait match nul 1 partout à Conakry. Une rencontre qui avait été émaillée par des incidents. Après cela, la Fédération sénégalaise a décidé de porter une réserve auprès de la CAF pour fraude sur l'âge. Selon une source fédérale, tous les documents ont été déposés. C'est maintenant à la CAF de trancher le dossier. Mais il faut le dire, à Dakar, les U17 de la Guinée avaient suscité beaucoup de curiosité de par leur maturité, mais également de par leur force physique. Sénégal-Cap-Vert maintenant. Dernier réglage pour les deux équipes avant le match de demain. Elles vont s'entraîner aujourd'hui, toutes les deux formations au stade Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal d'abord à 18h. Une séance ouverte à la presse et au public. Ensuite à 20h, l'équipe capverdienne va s'entraîner comme le veut le règlement sur la pelouse du match. Match Sénégal-Cap-Vert demain à 20h au stade Léopold Sédar Senghor. Beaucoup de Sénégalais sont d'avis que les Lions doivent gagner pour bien entrer dans cette course à la qualification à la Coupe du Monde. Suivons ce micro-trottoir. Parce qu'en ce moment-là, on a une confiance envers de notre équipe sénégalaise.
Mais on a des doutes au propos de notre sélection parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'on a une 11. Effectif 11 normal. Il faut de méfier aussi envers l'équipe de Cap-Vert. On espère. Parce que Cap-Vert aussi, ce n'est pas une petite équipe. Dans les nations maintenant, ici au foot, il n'y a pas une petite équipe. Bon, je ne pourrais pas le dire parce que je ne suis pas le coach déjà. Mais vu l'état de forme qu'ont les joueurs, genre les Sadio Mané, les Gana Gueye et trucs et consorts, donc ils sont dans un état de forme très cool. Donc bon, peut-être respecter l'adversaire pour ne pas avoir beaucoup d'euphorie. Ouais, on supporte à 100% l'équipe nationale et on est confiant pour la victoire. Pour moi, le Sénégal est en dessus du Cap-Vert parce que le Sénégal a une équipe qui presque tous les jours sont en championnat élevé. Donc voilà, le Cap-Vert est en dessous quoi, tu vois. Selon vous, est-ce que le Sénégal doit forcément gagner le match? Ah oui, c'est une obligation. Hein. Ils doivent gagner. Ils ont les forces de gagner. Ils ont la force pour gagner. À présent, nous allons écouter le doyen Abdoulaye Diaw sur l'historique des rencontres entre le Sénégal et le Cap-Vert. Jamais ces deux équipes ne se sont rencontrées en compétition officielle. Tous les matchs étaient donc dans le cadre soit amical ou dans le cadre de l'amical Cabral. Le Sénégal a battu le Cap-Vert, mais le Cap-Vert a également battu le Sénégal. Et pour Abdoulaye Diaw, ce ne sera pas une partie de plaisir. En compétition africaine, non. Par contre, zonal, oui. Parce que je me souviens, avec le Cap-Vert, nous avons joué 2 finales de Cabral. Je me souviens d'une première que nous avions gagnée ici à Dakar. Difficilement d'ailleurs. C'était sous Claude Leroy, 3-2. C'était une bonne petite équipe du Sénégal composée de joueurs locaux. Je me souviens aussi d'une finale que nous avons perdue à Praia. Toujours avec le Cabral, c'était sous Abdoulaye Sarr. Il avait alors, lui, Abdoulaye Sarr, dans cette équipe du Sénégal. Je m'en souviens comme si c'était hier. Basile de Carvalho, Pabou Bayop, Issaba. Finale que nous avions perdue à Praia sur la marque d'1-0. Le football capverdien était en devenir. Et si les Sénégal-Cap-Vert sont toujours difficiles, c'est justement parce que les Cap-Verdiens ont toujours fait du Sénégal leur source d'inspiration. Qu'il y a eu dans le passé des Cap-Verdiens qui ont eu à jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Alors le match de demain ne fera pas exception puisqu'il est important pour tout le monde, autant pour le Cap-Vert que pour le Sénégal. Pour le Sénégal surtout, qui a bonne presse dans le monde. Nombreux sont les observateurs aujourd'hui qui voient le Sénégal s'imposer. Mais comme il n'y a plus de petits matchs et comme il n'y a plus de petits pays dans ce concert, il va falloir faire très attention. Heureusement que nous sommes un championnat qui doit mener à une qualification. Et le fait d'avoir à recevoir en premier match le Cap-Vert à Dakar est déjà un formidable avantage pour la suite avec le Sénégal sur le chemin de cette prochaine Coupe du Monde. Abdoulaye Diaw, jeu de dames à l'Al-Junior Diagne pour clore cette page des sports. Avec le président de la Fédération de jeux de dames qui veut introduire sa discipline dans le milieu scolaire, selon Adama Gaye, ce sera une belle façon pour éduquer et bien préparer la nouvelle génération. Une décision prise après le sacre de Ndiaga Samb qui a gagné pour la première fois de son histoire le titre de champion d'Afrique. Adama Gaye que nous écoutons. 2000 à maintenant, il a participé à 8 championnats d'Afrique. Sur les 7 avant celui-ci, il est toujours 2e ou 3e. Donc cette fois-ci qu'il est premier sur le plan africain, vraiment c'est une fierté pour lui et pour le Sénégal et pour l'Afrique. Du coup, donc nous accueillons cette victoire-là vraiment comme un sacre quand même pour Ndiaga et qui avait à prouver quand même sur le plan africain. Il a été 5 fois champion d'Afrique, il a été 5 fois champion du Sénégal. Et c'est bien aussi, ça va faire un déclic quand même pour lui sur sa carrière internationale même. Est-ce que vous voulez introduire le jeu de dames dans le milieu scolaire du Sénégal? Le jeu de dames rend des enfants, des élèves et autres là, ont un travail à faire leurs enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, le Sénégal est en perte de vitesse sur les matières scientifiques. Le jeu de dames peut apporter quelque chose sur le plan scolaire à ces enfants-là. C'est un jeu d'intelligence, un jeu science, une partie de jeu de dames minimum 4 heures de temps et peut aller jusqu'à 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps pour un joueur. La patience, l'intelligence, la réflexion permet aux enfants de mieux appréhender les matières scientifiques telles que les mathématiques, la physique et autres. Donc je crois que les perspectives du jeu de dames au Sénégal restent vraiment ouvertes. Ça je dirais, parce que nous allons au niveau de la Fédération sénégalaise nous approcher du ministère de l'Éducation nationale pour inscrire le jeu de dames, avoir des écoles pilotes et essayer d'enseigner le jeu de dames aux enfants et leur permettre de revenir encore. Laisser les consoles, les tablettes, les portables et autres là où il y a des jeux qui n'apportent pas grand-chose à ces enfants-là. Je crois que le jeu de dames est là pour que les enfants puissent développer encore davantage leur intelligence.
le jeu de dames pratiqué chez les parents Alpulaar, Antoine, sous le nom de Tchoki. Oui, c'est bien cela. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mahmoud Dubrakana. Et oui, le Sénégal a mal à son intérieur. Ceux qui sont en charge du ministère de l'Intérieur, département ô combien stratégique, névralgique, s'illustrent souvent par des dérives que rien ne justifie. Par leurs paroles et leurs actes, ils causent un immense tort à une démocratie sénégalaise que des générations d'hommes et de femmes ont bâtie par la sueur, le sang et parfois la mort. Si ce n'est pas un ministre de l'Intérieur qui sort de son imagination fertile un coup d'État auquel lui-même ne croit, a fortiori les autres, c'est un autre ministre de l'Intérieur qui tient entre ses mains, sans trembler, avant même autopsie, la balle supposée avoir tué un grand juge comme si c'était un jouet, ou encore un autre ministre de l'Intérieur qui vote au forceps sans pièce d'identité. On n'oublie pas cet autre locataire place Washington qui bat le record des élections les plus mal organisées de l'histoire politique de notre pays, voire du monde. Que dire encore de ce ministre de l'Intérieur qui prête sans raison à un président de la République proprement battu l'intention de confisquer le pouvoir? Le propos tenu par Maître Ousmane Ngom est si grave que la volonté attribuée à l'ancien président Abdoulaye Wade serait passible de la haute cour de justice pour le haut délit de haute trahison de la volonté populaire. Une reprécision de sa pensée n'excuse pas la faute commise par l'ancien ministre de l'Intérieur. Les Sénégalais sont en droit d'attendre de l'ancien ministre des excuses publiques. Une demande de pardon pour le grand tort fait à la démocratie qui venait de s'illustrer brillamment le 25 mars 2012 par une seconde alternance démocratique après celle aussi éclatante du 19 mars 2000. Par respect pour la mémoire des nombreuses victimes mortelles de la deuxième alternance, Maître Ngom aurait fait mieux de nous épargner de cette révélation tardive et plus grave, manifestement infondée. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Diouf, en 2000, avait essuyé de la part de son dernier ministre de l'Intérieur la même insinuation qu'il a été obligé de démentir dans ses mémoires. Cela semble participer de la part de nos ministres de l'Intérieur d'une intention de maculer le costume de démocrate du président battu, félicitant le président élu, et du coup d'apparaître à leur avantage dans les habits immaculés de chevalier blanc de la démocratie. Une façon de dire « c'est moi le vrai homme de l'alternance ». Se reprocherait-on quelque chose qu'on ne le dirait pas autrement? Mais cette attitude ne ternit pas que l'image du vaincu. Elle salit aussi quelque peu celle du vainqueur et met un grain de sable dans le vote du peuple qui a choisi consciemment et souverainement son président. Cependant, dans l'attitude de nos ministres se révèle au grand jour une terrible réalité. En 2000 comme en 2012, la division de l'entourage du président vaincu entre les faucons tentés par le diable de confisquer le pouvoir et les colombes plutôt adeptes du respect de la volonté populaire. On n'a pas fini avec un ancien ministre de l'Intérieur qu'un autre sort du bois. Coucou, revoilà Djiboka. Sortant de son chapeau cette fois-ci le couplage en 2019 des élections présidentielles et locales prévues à cette date avec les élections législatives prévues dans la rigueur des principes en 2017 ou prochain. Une façon habile ou malhabile, c'est selon, de préconiser le report des législatives. La question qui n'est pas posée dans cette offre politique de K et son parti est la suivante. Comment le Sénégal en est arrivé à la situation de devoir organiser des élections législatives d'abord et des élections présidentielles et locales ensuite en moins de 2 ans d'intervalle? La faute sûrement pas au peuple. Couplé aujourd'hui pour découpler demain, encore recouplé pour ensuite redécoupler. Quel génie nos politiciens! Jamais, sinon très peu, respectueux de leurs paroles, encore moins du calendrier électoral et républicain.
Une inscription noir sur blanc de la rubrique élections législatives dans le projet de budget 2017 de 3 355 milliards permettrait de taire toute polémique stérile. De quoi décharger un ministre de l'Intérieur de la pesante et polémique organisation d'élections en le renforçant dans la pressante charge de la sécurité de l'État et du citoyen en ces temps gros de risques terroristes. Le Sénégal serait alors guéri de son mal intérieur. Un pays qui émerge est un pays qui respecte son agenda et qui va à l'essentiel. RFM. L'actualité. RFM, la presse du jour. Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour. Macky puissance 1200 milliards de francs CFA. L'observateur résume ainsi la loi de finances 2017 avec son volume d'investissement. 3,5 milliards de francs CFA pour la prison de Sébikotane, 5 milliards au stade Hassan Diouf, ponts et routes pour désenclaver certaines localités, de gros cachets pour financer la lutte contre le terrorisme. Sur ce dernier point, l'Obs rappelle que Macky Sall corse les choses, ceci après avoir inséré des dispositifs contraignants et sévères dans le nouveau projet de modification du code pénal et du code de procédure pénale. Le document de la loi de finances 2007 note mon confrère refuse de donner les détails des finances au nom de la stratégie, mais prévient tout de même que les moyens des forces de défense et de sécurité nationale ont été renforcés. Une option prise dans un contexte où notre pays fait face à des menaces d'un type nouveau et d'une ampleur nouvelle. Autant dire que la guerre est lancée, conclut l'observateur. Une étude menée par une équipe de chercheurs au Sénégal livre ses résultats. Le Soleil qui revient là-dessus révèle que les migrants ont envoyé en 2013 966 milliards de francs CFA au Sénégal. Mais l'Astre de Anne mentionne que les acteurs recommandent la formalisation des voies de transfert d'argent pour que l'économie nationale puisse convenablement en tirer profit. Trafigura tire profit de l'Afrique. Libération signale que du Sénégal au Gabon en passant par la Côte d'Ivoire, le négociant suisse est en train de brasser des milliards. Libé informe que ces 3 filiales africaines sont logées aux Bahamas. Comment Puma, immatriculé dans un paradis fiscal, a pris des parts d'anciens stocks de Cheikh Mbacké Sey. Mon confrère dit tout sur cette affaire qu'il qualifie de scandale offshore. Dans l'As quotidien, c'est Franck Timis qui parle de ses relations avec Karim Wade, Samuel Sarr, Aliou Sall et de l'affaire Petrotim. Le Roumain de naissance déclare d'emblée que Abdoulaye Wade a un gros cœur. Et il ajoute, Karim m'a posé un lapin 5 fois, Aliou Sall n'est que mon employé et sur le pétrole et le gaz au Sénégal, il soutient qu'il n'y a jamais eu en Afrique une si importante découverte. Sur ce dossier, Franck Timis soutient qu'il n'a jamais payé de taxes au Sénégal. Et la raison est toute simple, c'est parce qu'on est en phase d'exploration et à ce stade, il n'y a pas de taxes à payer. Sur la plainte de l'opposition contre lui, il annonce une autre plainte contre les leaders de l'opposition, plainte qu'il va déposer à Londres. Et il demande déjà aux avocats de l'opposition sénégalaise de se préparer en conséquence car ils vont débourser des millions pour aller se défendre chaque semaine à Londres. Pour ce résumé, Franck Timis confie à mon confrère de l'As quotidien qu'il va porter plainte contre 21 personnes au Sénégal et cela dès lundi prochain. Vendredi prochain, Manko Watou Sénégal sera dans la rue. Opposition et pouvoir se braquent, écrit le Populaire. Nous n'allons laisser à personne le droit, encore moins le choix, de délimiter nos droits constitutionnels. Propos de Malik Gakou dans le journal. Réponse de Seydou Gueye de l'APR. L'État du Sénégal ne laissera pas passer le désordre. L'observateur revient sur les motifs de la marche. La manifestation vise à restaurer les droits et libertés et la protection des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz du Sénégal. Et c'est Malik Gakou, le coordonnateur de Watou Sénégal, qui le dit à mon confrère. Enquête note que l'opposition sonne la mobilisation. La déclaration de marche a été déposée hier, mais les opposants avertissent déjà le préfet de Dakar face à une place de l'Obélisque inaccessible, un rond-point de la RTS infréquentable et une place de l'Indépendance hors de portée, écrit Enquête. Mais les opposants se veulent catégoriques, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ils vont manifester. Djibo Leïtika, seul contre tous sur sa proposition de couplage des élections. Enquête signale que ni l'opposition ni la majorité n'agréent à cette idée du secrétaire général de l'Union pour le renouveau démocratique. La parole d'abord à Benoît Sambou de l'APR. Pour lui, le niveau de la démocratie de notre pays ne le permet pas. Maître Bokar Thiam du Parti socialiste de son côté recommande aux gens d'arrêter de faire des propositions qui allongent ou qui réduisent les mandats. Maguetsi du PDS boucle. C'est décevant de la part du leader de l'URD.
Le biétiste de la tribune note que l'idée de Djibola Etika n'est pas en soi saugrenue, mais son application est impossible dans un contexte marqué par un manque de confiance entre acteurs politiques au Sénégal. Un autre responsable politique, toujours dans la tribune, Ousmane Ngom. Momarien, mon confrère, rappelle qu'il y a quelques jours seulement, Ousmane Ngom s'est livré à un exercice diabolique et peu digne de ses anciennes responsabilités d'État visant à discréditer son ex-mentor. Mais la bronca générale qui a répondu à ses coups de poignard dans le dos de Maître Abdoulaye Wade l'a invité à rectifier ses propos, ce qui pousse la tribune à dire que Ousmane Ngom et Djibola Etika sont pareils. Ils sont tous agents de diversion. Projet de loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Même s'il conserve des avancées, l'exécutif reste toujours maître, constate le quotidien. Le chef de l'État est le président et le ministre de la Justice vice-président. Et pourtant, le quotidien rappelle que c'était une des doléances de l'Union des magistrats du Sénégal qui a toujours réclamé la sortie de l'exécutif du Conseil supérieur de la magistrature. Ceci pour plus d'indépendance de la justice au Sénégal. Bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue aujourd'hui sur le match de demain, Sénégal-Cap-Vert. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Salif Diallo, notre confrère de l'APS. Bonjour Salif. Bonjour Antoine. Salif, vous êtes journaliste sportif. Alors, comment vous envisagez le match de demain Sénégal-Cap-Vert? Mais ce serait un match difficile, hein? Un match qualificatif. La première journée des qualifications à la Coupe du Monde 2018. Je pense que toutes les deux équipes ont envie de faire un très bon résultat pour entamer par la meilleure des manières cette compétition. Qu'est-ce qui devrait expliquer justement ce caractère difficile au-delà même de la volonté de se qualifier? Au plan technique et de la qualité des équipes, je veux dire. Justement, c'est un derby zonal. Le Cap-Vert, vous savez qu'on est frontalier au Cap-Vert, par la mer, bien entendu. Ensuite, le Cap-Vert, en mars dernier, était la première équipe africaine dans le classement FIFA. Même si cette équipe a traversé des moments difficiles ces derniers temps, d'où son élimination de la CAN 2017, mais l'équipe du Cap-Vert reste l'une des équipes qui ont le plus progressé en Afrique ces derniers temps. Oui, alors, le Sénégal a sans doute des atouts qu'on peut énumérer, si vous le voulez bien. Les Lions jouent à domicile, ils ont fait un parcours sans faute lorsqu'il s'est agi des éliminatoires de la CAN 2017. Est-ce que c'est suffisant pour penser que c'est presque acquis face au Cap-Vert? Antoine, je pense que nous, en tant que Sénégalais, on est bien placé pour savoir que la supériorité supposée ne détermine jamais le résultat de match. On a été éliminé ici par le Togo, on était supérieur sur le papier au Togo, on a été éliminé par la Gambie ici. Ensuite, nous, on a battu, pour notre premier match de l'histoire de la Coupe du Monde en 2002, on avait battu la France 1-0. On est donc bien placé pour savoir qu'une supériorité supposée n'est pas toujours valable sur le terrain. Donc, c'est sur le terrain qu'on va gagner cette équipe de Cap-Vert, en la respectant d'abord, en étant humble, en la respectant, parce qu'aujourd'hui, le football, c'est l'un des rares sports où c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. La preuve, je pense que le Cap-Vert, le doyen a parlé le Sénégal a été un modèle pour le Cap-Vert. Aujourd'hui, le Cap-Vert regarde du côté du Portugal. Le Portugal qui a été champion d'Europe, c'était loin d'être la meilleure équipe récemment en France. Il n'était pas très attendu. Justement, ils ont même perdu leur vedette le jour de la finale. Ça ne leur a pas empêché de battre la France chez elle. Donc, pour vous dire que le football, c'est loin d'être une science exacte. Le Sénégal doit être humble face au Cap-Vert. Il est clair que potentiellement, il n'y a pas photo entre les deux équipes. La forme du moment, le niveau de nos joueurs, le fait qu'on joue à domicile, mais il faut faire attention. Oui, faire attention. Et dans quel état d'esprit les Lions doivent aborder cette rencontre? Bon, si on les entend parler, de toute façon, ils ont beaucoup de respect pour cette équipe du Cap-Vert. Mais les 15 premières minutes, le Cap-Vert doit savoir qu'elle joue à l'extérieur dans une équipe qui s'est qualifiée à la CAN en ayant inscrit 8 ou 9 buts, je ne sais pas, en ayant encaissé que 2 buts. Donc, elle doit montrer, dans les 15 premières minutes, elle doit déjà montrer au Cap-Vert que ici, vous êtes chez nous, vous n'avez rien à attendre de ce match qu'une défaite. Salif Diallo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à l'APS. Nous avons en ligne Athanase Teneng, c'est l'entraîneur du Casa Sport, ancien international. Bonjour Athanase. Bonjour, monsieur.
Sénégal-Cap-Vert, un match qui s'annonce difficile pour les Lions, comme l'a dit Salif Diallo. C'est ce que vous pensez? Oui, exactement. Je crois que le match de cette ampleur n'a jamais été facile, même si peut-être il y a le contexte du match à domicile, mais dans ce niveau de compétition et avec la valeur intrinsèque des deux équipes, je crois qu'il faut le placer dans ce contexte. Ça ne va pas être un match facile, bien évidemment. Techniquement, quel doit être le schéma d'Aliou Cissé? Je pose la question à l'entraîneur que vous êtes. Bon, techniquement, je crois que là, le souci premier, c'est la qualification, donc qui suppose engager déjà beaucoup de points pour être pour être le leader du groupe. Donc forcément, je crois que ça va être une tactique qui aboutisse forcément à un jeu d'attaque. Mais je crois que ils sont assez avertis pour savoir que aussi dans une telle compétition, il faut aussi véritablement assurer derrière, donc ne pas attaquer pour attaquer. Donc je crois que c'est une équipe qui est déjà bien préparée par rapport à ça. Compte tenu déjà des éliminatoires de la CAN qu'elles viennent d'accomplir avec beaucoup de succès, je crois que s'ils arrivent à rester dans ce sillage, je crois que ça pourrait marcher. Oui, à la place d'Aliou Cissé, quel 11 de départ allez-vous mettre sur place? Bon, je crois que je ne vais pas trop entrer dans le choix des hommes, mais je sais que c'est une équipe qui a déjà fait un bout de chemin ensemble. Et je crois que beaucoup d'automatismes maintenant sont mis en place. Et puis, je crois que le plus important, c'est mettre en place une équipe soucieuse de l'objectif, une équipe qui va se projeter de l'avant, mais qui va aussi savoir défendre dignement nos buts. Je crois que c'est cet équilibre d'équipe qui sera véritablement la meilleure pour moi. Pronostic, Sénégal-Cap-Vert, score? Bon, score, je ne sais pas trop, mais pronostic, véritablement, Sénégal bas, Cap-Vert, bon, peut-être 2-0, disons. Très bien, merci. Athanase Tendeng, c'est l'entraîneur du Casa Sport, ancien international. C'est tout pour Point de Vue. La météo avant de boucler. RFM, la météo. Un ciel ensoleillé parsemé de nuages va prédominer sur le pays, hormis l'extrême sud-ouest où des possibilités de pluie seront notées courant de cette nuit. Au-delà des prochaines 24 heures jusqu'en fin d'échéance, l'accalmie persistera sur l'ensemble du territoire. Le temps chaud persistera également sur l'ensemble du pays, notamment sur le nord-est où les températures les plus élevées seront relevées. Fin de cette édition. Rappel des titres. Antoine Diouf. Franck Timis contre l'opposition sénégalaise. L'homme d'affaires a décidé de porter plainte contre 21 personnes qui s'en prennent à lui dans l'affaire Petrotim. Dans l'entretien accordé à 2 quotidiens de la place, Franck Timis lave grande eau à l'USAL. Expulsion de près de 1500 Sénégalais d'Algérie. Et situation des étudiants sénégalais en Turquie, le directeur des Sénégalais de l'extérieur a apporté plutôt des précisions dans ce journal Sonacos SA. Rien ne bouge. 5 mois après l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête de la société, suffisant pour que les travailleurs affichent toutes leurs craintes. Et puis, Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Il est prévu que le vainqueur empoche 10 millions de francs CFA. C'est ce qu'a révélé le ministre de l'Éducation nationale, Serine Mbaye-Thiam. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop. Réalisation El Hadj Daouda Diouf à la régie. Il y avait Pape Oumar Diaw à 13h. Sornangodengom pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dial Gati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. 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 Toutes et à tous.